Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la présentation de la nouvelle interface de Scratch version 3.0. Voyons l'interface générale. Nous avons le menu du haut avec le choix de la langue, l'accès aux fichiers, que ce soit création, importation et sauvegarde. Dans modifier, il y a l'outil de restauration d'éléments supprimés et le mode turbo, utile dans le cas de gros projets ou d'un nombre important de calculs. Un accès direct au tutoriel et enfin le nom du projet en cours. Il reste un dernier bouton pour les informations relatives au logiciel. Sur la droite, nous avons la visualisation du projet avec 2 boutons de démarrage et d'arrêt, ainsi que 3 boutons de modification d'interface, Preview en petit, en moyen ou alors en plein écran. Juste au-dessous, la gestion des lutins avec un accès rapide à leur nom, leurs coordonnées XY, leur taille et dimension. Le bouton d'ajout de lutin, que ce soit depuis la bibliothèque ou l'outil de dessin, est la même chose, mais cette fois-ci pour l'arrière-plan. Dans la partie principale, il s'agit des paramétrages des lutins avec 3 onglets. Les sons, qui permettent d'y attacher des éléments audio, les costumes, qui permettent d'y gérer des éléments visuels, et l'onglet code, qui va permettre de le programmer. Il s'agit d'un nouvel affichage avec la liste complète de tous les blocs et un accès rapide avec un code couleur sur la gauche, ainsi qu'un bouton d'ajout d'extension, tel qu'une synthèse vocale ou un traducteur par exemple. Voyons en détail les blocs à disposition. La catégorie mouvement comporte des éléments de gestion du placement de lutin. Nous avons ici avancé de 10 pas, une valeur qu'on peut changer et qui fait avancer le lutin dans la direction dans laquelle il regarde. Tourner de 15 degrés permet de faire une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre de 15 degrés ou autre, une valeur qu'on peut changer évidemment. La même chose dans l'autre sens. Ici, aller à position aléatoire permet d'aller automatiquement dans une position au hasard, en sachant que on peut aller au pointeur de souris ou ajouter éventuellement un élément à l'intérieur. Aller à X, Y, c'est des valeurs exactes. Par exemple, si je mets 0, 0, notre lutin va se remettre au centre de notre fenêtre. Glissement 1 seconde en position aléatoire, ça va faire en sorte que notre lutin aille à un endroit, mais sur un temps donné. Ici, il rejoint la zone automatiquement lorsqu'on lui demande. Ici, il va glisser sur un certain temps. On peut changer la valeur ici par exemple à 2 secondes. Et ici, on est sur une position aléatoire. Encore une fois, comme pour le bloc du dessus, on va pouvoir changer, modifier l'endroit où va aller notre lutin. Glisser en autant de secondes avec des coordonnées. Cette fois-ci, on va fonctionner avec des coordonnées et non pas une position relative. Donc là, par exemple, 0, 0, je vais demander à mon lutin de mettre 1 seconde à aller au centre de ma fenêtre. S'orienter à 90 degrés permet de remettre notre lutin à un angle précis. C'est-à-dire que là, à 90 degrés, c'est la base. On a un petit affichage qui nous aide à orienter notre lutin. Si on veut l'orienter vers la gauche, je vais mettre moins 90 ici. Je valide et on a bien notre lutin qui est tourné vers l'autre côté. Si je le remets à la base, ça me permet de voir. Là, ici, on voit que nos blocs, il suffit de cliquer dessus pour voir ce que ça fait. Ça permet d'avoir un petit affichage et un petit aperçu avant d'utiliser le bloc. S'orienter vers la pointeur de souris, forcément, il va se tourner vers ma souris. En sachant qu'on peut l'orienter vers d'autres choses, justement, on le verra en insérant des éléments. Ajouter 10 à X, ça veut dire qu'on va rajouter à l'axe des X, c'est-à-dire celle qui est horizontale, la valeur 10. Donc, forcément, vers la droite, on augmente. Vers la gauche on réduit, donc moins 10, ça va nous amener vers la gauche. Ici mettre X à, c'est pour donner une valeur exacte à notre X, par exemple là au centre d'un point de vue horizontal. En gros c'est comme aller à XY mais seulement pour un seul des deux axes. Ça évite d'utiliser ce bloc là pour un seul des deux axes. On a la même chose d'un point de vue vertical, donc en positif on monte, en négatif on va descendre et ici on peut fixer les coordonnées exactement là où on veut mettre. Rebondir si le bord est atteint, ici on n'a pas le cas. Je vais mettre mon lutin au bord. Si je clique sur rebondir si le bord est atteint, on a bien notre lutin qui va faire un rebond. En fait, l'angle qu'il va faire va être calculé par rapport à la direction qu'il va avoir de façon à faire un rebond exact. Si par exemple le lutin est dans cette direction là, le rebond va être exactement à l'opposé. Si le lutin a cet angle là, son rebond va être orienté en fonction de l'orientation qu'il a déjà de base à l'origine.
Fixer le sens d'orientation, ça permet de fixer notre lutin. C'est en gros une autre version de ce qu'on a là au-dessus. Et enfin ici, 3 éléments qui peuvent être utilisés, on appelle ça des variables, et en fait c'est des choses qui vont nous donner des informations. On peut parler de capteurs aussi si on veut. Donc par exemple abscisse X, si je clique dessus ou que je prends cet élément là, c'est tout simplement pour récupérer les coordonnées X de mon chat. Si par exemple je remets en position centrale ici mon lutin, si je clique sur abscisse X, je vais avoir 0 qui correspond au X de mon lutin. Pareil pour le Y, donc d'un point de vue vertical, vu que je l'ai remis à 0, il est bien à 0. Mais ça permet de, si on veut, récupérer la valeur pour pouvoir s'en servir dans un programme. Et enfin, la direction, ici, c'est pareil, ça permet de donner la direction du lutin. Donc si on fait, par exemple, fixer la direction, on a cette direction-là exactement. La catégorie apparence permet la gestion du côté visuel du lutin. Avec le bloc bonjour pendant 2 secondes, on va avoir notre lutin qui va avoir une bulle qui affiche un message, ici le message bonjour pendant 2 secondes. On peut évidemment changer le message et la durée. Ici, il s'agit de dire bonjour en permanence, c'est-à-dire que tant qu'on change rien, le message va rester. Pareil, le message peut être personnalisé. Ici, on a pensé, c'est exactement la même chose, sauf que la bulle, ce n'est pas une bulle de parole, mais une bulle de pensée. Et pareil ici, ça reste tant qu'on ne lui dit pas. On peut évidemment personnaliser le message et la durée pour celui du dessus. Enfin, basculer sur le costume. Alors, c'est notre lutin ici, dans l'exemple, c'est le lutin de base, possède 2 costumes. Le costume 1 et le costume 2. Basculer sur le costume 2 va nous permettre d'aller directement à un des costumes choisis. Par exemple, on veut basculer sur le 1 ou alors on veut aller sur le 2. Donc le bloc sert tout simplement à changer notre costume. Costume suivant, ça passe tout simplement au costume d'après. Ici on en a 2, donc si on est au costume numéro 1, on passe au costume numéro 2. Si on réutilise ce bloc là, ben en fait, si on n'a plus après, on recommence. Si jamais on avait 5 costumes, on ferait 1, 2, 3, 4, 5 et on repart à 1. Donc ça permet par exemple, en faisant une animation, si jamais on faisait une animation rapide, de faire par exemple une simulation d'un chat qui avance. Ensuite, ici on a exactement la même chose que pour le costume, sauf que là on parle d'arrière-plan. Donc là on était sur le lutin, et en fait les costumes, là il s'agit des costumes pour l'arrière-plan. On va revenir sur notre lutin. Et ça permet de basculer tout simplement, je vais faire des changements d'arrière-plan si jamais on en a plusieurs. Pareil, arrière-plan suivant, c'est pour faire la même chose. Si on a plusieurs arrière-plans, arrière-plan 1, 2, 3, etc., etc. Ajouter 10 à la taille, c'est tout simplement pour grossir notre lutin. Ajouter moins 10 à la taille, évidemment, ça va être pour le rétrécir. Pas besoin de 2 blocs, ajouter et retirer, il suffit de changer la valeur en positive ou négative. En sachant que ici, on a ajuster la taille en fonction du pourcentage, c'est-à-dire qu'on va prendre 100% qui est la taille de notre lutin de base. Là j'ai cliqué sur 100% et ça c'est sa taille classique de base. Si je veux l'agrandir, je peux mettre 50%, donc je vais l'agrandir de moitié. Et si je clique sur mon bloc, on a bien 150% et 50% par contre on réduit de moitié. Et si on veut revenir à la base, on repart à 100% ici. Et on a notre lutin qui reprend sa taille initiale. Ensuite, ajouter 25 à l'effet. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Scratch, sur cette version-là, on a des effets. Par exemple, l'effet couleur, ça va permettre de changer la couleur. Donc on ajoute 25 à couleur. Encore une fois, on peut mettre moins 25, c'est-à-dire que ça va réduire l'effet. Là, sur les couleurs, ça change simplement la couleur. Mais par exemple, si on a un effet tournoyé, si on clique dessus, on voit bien que on a le chat qui tournoie. Si je mets moins 25 cette fois-ci, on va avoir l'annulation de l'effet, et surtout si on le fait, en fait ça va faire l'effet dans l'autre sens. Ensuite, mettre l'effet, donc là c'est, on va dire, on rajoute, on réduit des valeurs à des effets. Là c'est pour fixer une valeur exacte à notre effet. Par exemple, la valeur couleur à 0, ça remet base. Si je mets 50, je valide, et en fait ça va donner la valeur 50 à notre effet couleur. Et enfin ici, annuler les effets graphiques, ça permet de remettre notre chat sans aucun effet de modification fait par le logiciel.
Montrer et cacher servent tout simplement à cacher ou afficher notre lutin. Ça peut être pratique dans certains cas, si jamais on veut faire disparaître, ou alors afficher seulement dans certains cas. Ensuite, on a aller à l'avant-plan. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a plusieurs lutins, c'est un petit peu comme des papiers ou des calques qui sont superposés. Si par exemple je le duplique, je vais changer sa couleur à lui. Hop, voilà. Si jamais je le duplique, ici on a notre lutin. Si je le cache ou je l'affiche, d'accord. Si je le mets vers l'avant, il se met vers l'avant. Si je mets vers l'arrière, il se mettra vers l'arrière. C'est-à-dire que là, si on a plusieurs lutins, ici on peut le déplacer de plusieurs fois vers l'avant ou de plusieurs fois vers l'arrière, etc. Ça permet de reclasser l'ordre des calques. Si jamais on veut que le chat vert soit derrière le chat orange, etc. Ensuite, là, c'est tout simplement pour récupérer le numéro ou le nom de notre costume, si jamais on a besoin de s'en servir. C'est pareil pour celui de l'arrière-plan. Et enfin, la taille en pourcentage de notre lutin. Là, la taille n'a pas bougé, donc on est bien à 100%. La catégorie son permet de gérer la partie audio de notre projet. Par exemple, jouer un son nous permet de jouer un son particulier qu'on a dans la bibliothèque ou alors enregistrer. Ensuite, ici, jouer un son, ça va être la même chose, sauf que là, on joue jusqu'au bout et ici, on va avoir un son qu'on peut arrêter. Ici, arrêter tous les sons, ça arrête tout simplement la partie audio. Ajouter 10 à l'effet hauteur. Donc ça permet d'ajouter 10 à l'effet hauteur, donc c'est plus aigu. Si on met moins 10, ça va être plus grave. Donc si je redescends vraiment à fond, on est sur quelque chose de plus lent et plus grave. Donc ça c'est pour la hauteur, et après ça c'est la gestion de la balance gauche-droite, si jamais on veut gérer ça. Ensuite, mettre l'effet hauteur. Là, on ajoute, encore une fois comme pour les autres blocs, on ajoute ou on réduit l'effet. Là, on le met à une valeur précise qui nous intéresse. Ensuite, annuler tous les effets. Donc là, on se retrouve avec le son classique. Enfin, là, on peut gérer le volume. Si jamais on considère que c'est trop fort, on peut baisser. Ou alors l'augmenter. Et enfin, revenir à un volume classique de base. Et ici, on peut récupérer la valeur du volume. La catégorie événements gère principalement les conditions de démarrage d'un programme. Nous avons ici le démarrage classique lorsqu'on appuie sur le drapeau vert. C'est-à-dire que tous les blocs qui sont en dessous vont être joués à partir du moment où on démarre le programme en cliquant sur notre drapeau vert. Ensuite, on a le démarrage par appui de touche. Donc on a la barre espace, flèche haut, etc. Donc l'utilisation des touches du clavier. Là, quand ce sprite est cliqué, c'est-à-dire quand on clique sur notre chat. Par exemple, si je clique sur le chat, ça va démarrer tout le programme qui se retrouve en dessous. On voit qu'on ne peut rien attacher au-dessus, c'est tout simplement nos conditions de démarrage de programme. Quand l'arrière-plan bascule vert, c'est-à-dire qu'on a un programme qui se joue si jamais on a un costume particulier qui apparaît sur notre arrière-plan. Là, c'est un programme en fonction du volume sonore qui a été géré, qu'on a vu juste avant dans les sons. Quand je reçois un message, donc là ça permet d'envoyer des messages à un bloc, tout simplement. Si jamais on veut le faire démarrer à un moment précis dans notre programme, et ben au moment de notre programme où on veut démarrer ce bloc là, on va lui envoyer un message et quand il reçoit, il démarre. Donc là, envoyer à tous, donc le message, c'est justement la fonction dont on vient de parler ici. Et enfin, envoyer message et attendre, tout simplement ça va attendre que tous nos blocs aient terminé et aient répondu. La catégorie contrôle permet de contrôler le déroulement du programme. Avec ici, attendre une seconde, qui va tout simplement mettre sur pause notre programme pendant une seconde. Répéter 10 fois, ça va nous faire une boucle, c'est-à-dire que ça va jouer tout ce qu'il y a là-dedans, tout ce qu'il y a dans notre bloc, 10 fois. Donc on va avoir ici le déroulement du bloc, quand on arrive en dessous, on retourne, il reste 9 fois, etc. pour un total de 10. Là ici on a exactement la même chose, sauf que comme c'est indéfiniment, ça va être sans s'arrêter. Là, on a ce qu'on appelle une condition si, c'est-à-dire qu'on va faire un test. Si ce test-là est validé, alors on exécute quelque chose. Là, on a la même chose, sauf qu'on a une condition si ça marche pas. Si, par exemple, on a notre chat qui tape dans le mur, on lui fait dire aïe, sinon, on va le faire avancer. Par exemple, c'est si on a quelque chose, on fait quelque chose. Si on a un résultat, on fait quelque chose. Sinon, on fait autre chose. Attendre jusqu'à ce que, ça fait tout simplement notre
programme en pause jusqu'à ce que quelque chose se passe en particulier qui vont être mis et insérés à cet endroit-là. Ensuite, répéter jusqu'à ce que, on est encore sur l'idée de la boucle, sauf que là, la condition d'arrêt de cette boucle, ça va être un élément important ici. Enfin, stopper tout, ça va être pour bloquer carrément notre programme et il va s'arrêter à l'endroit où se trouve ce bloc-là. On voit bien que c'est un bloc de fin, on peut plus rien attacher derrière, puisque là, c'est vraiment pour arrêter notre programme complet. On peut évidemment arrêter un script particulier pour ne pas arrêter le jeu complet, ça peut tout simplement arrêter un élément. Ensuite là c'est la gestion des clones, c'est-à-dire que là on peut très bien décider de créer un clone de notre lutin. Donc là on peut avoir un programme, un bloc particulier si jamais on est sous la forme de clone. Si jamais on crée un clone, il va avoir un programme spécial pour avoir une réaction particulière par rapport à cet état. Ici c'est justement le bloc qui permet de créer des clones et enfin de le supprimer. La catégorie capteur comporte des éléments de détection des choses. C'est-à-dire que là, par exemple, ça va détecter si jamais on touche le pointeur de souris ou par exemple le bord de la fenêtre. Si jamais le chat, ou je mets ma souris ici, forcément mon capteur va le détecter. Si je clique dessus, il va me dire que c'est faux. Effectivement, là je ne touche pas ma souris, donc c'est faux. Si jamais ça touche, ça va marquer true, qui veut dire vrai, et dans ce cas-là, on va pouvoir avoir des actions. Si jamais mon lutin il touche la souris, on peut afficher des choses ou réagir. Si jamais mon lutin il touche une couleur précise, donc là on peut choisir la couleur qu'on veut, avec une personnalisation assez complète, ou tout simplement cliquer sur un élément si jamais on touche par exemple cette couleur là. Là si jamais telle couleur touche telle couleur, c'est vraiment dans des cas particuliers que ça peut être utile. Là ici la distance entre mon chat et le pointeur de la souris, c'est à dire que là il y a cet élément là, cette valeur là qui nous sépare entre les deux. Là ici c'est la valeur demandée, c'est à dire que là on va voir que notre chat ici il nous pose une question. La question elle est à rentrer ici, on y répond, donc test de réponse, je valide, ma fenêtre et tout disparaît, et en fait ici on a ce qu'on appelle une variable réponse, et dedans est stockée la réponse que j'ai mise. Donc si jamais on veut la récupérer pour l'afficher ou s'en servir d'une manière ou d'une autre, c'est avec ces éléments là que ça va se passer. Ensuite, la détection si jamais on appuie sur une touche. Donc encore une fois, c'est comme pour tout à l'heure, une touche de clavier qui est appuyée. Là c'est si jamais on clique sur la souris. Là on va récupérer les coordonnées X de notre souris, les coordonnées Y de notre souris. Là c'est pour activer ou désactiver le mode de glissement. Ça va pas être parlant parce que de toute façon là je suis en mode édition, ça veut dire que là je peux déplacer mon lutin. Si jamais j'active le mode glissable, lorsque je suis en mode logiciel, en mode jeu vidéo si vous voulez, je pourrais modifier le lutin qui est concerné par ce bloc là. Si jamais je le mets non glissable, je ne pourrai pas le bouger. Là comme je suis en mode édition, forcément je peux faire ce que je veux. Mais là on est vraiment dans le cadre où on va démarrer et utiliser le logiciel en dehors du mode édition. Là le volume sonore c'est tout simplement pour récupérer la valeur du volume sonore. Ici le chronomètre, on est à 1332 secondes depuis le début du chronomètre, et en fait ici je le réinitialise et je le remets à 0. C'est à dire que mon chronomètre, dès que je le réinitialise, il part à 0 et il compte. Donc si on a besoin de chronométrer quelque chose, il va falloir le réinitialiser et après on va pouvoir récupérer notre chronomètre au moment voulu. Enfin ici on va pouvoir récupérer le numéro d'arrière-plan, son nom, le volume, etc. On peut récupérer énormément de choses. Ici quelques valeurs qui peuvent être intéressantes. Donc par exemple on est en quelle année, quel est le jour de la semaine, l'heure, les minutes, etc. Si jamais on a besoin de récupérer ou de faire quelque chose par rapport à l'heure. Donc par exemple on est bien en 2021 au moment où je tourne cette vidéo. Là on a le nombre de jours depuis 2000, ce qui peut être intéressant par rapport à certains calculs qui demandent vraiment des choses précises de ce type là. Et enfin le nom de l'utilisateur, là il n'y en a pas sur le PC, mais on peut récupérer aussi le nom du créateur en fait du programme.
La catégorie opérateur est plus mathématique, avec ici des éléments qui permettent de faire des additions, soustraction, multiplication, division, de choisir un nombre aléatoire entre par exemple 1 et 10, mais ça peut être d'autres valeurs qu'on va rentrer manuellement. Ici, une comparaison entre deux nombres. Est-ce que 60 c'est plus grand que 50? On voit bien que c'est vrai. Si c'est pas le cas, forcément 50 est supérieur à vide et à 0. Mais si c'est faux, ici ça met bien false. D'accord, donc ça permet de faire des comparaisons si on a besoin de comparer deux éléments. Ensuite, ça va être pour faire un test entre deux éléments. Donc souvent on voit que c'est des losanges ici, donc ça va être l'utilisation de ce genre de choses. Hein, on voit bien la forme qui correspond aux éléments dans lesquels on peut les mettre. Donc là, ça va être aussi la détection entre un élément ou un autre élément, et là, inverser quelque chose. Si par exemple ici, on voit bien que c'est vrai, et ben utiliser cet élément-là va inverser le résultat. Donc c'est-à-dire que on veut l'inverse de ce qu'on met dedans. Regrouper pomme et banane, c'est tout simplement pour afficher du texte avec deux éléments. On a bien pomme, espace, banane, ça regroupe les deux. Si jamais on veut y mettre un nombre aléatoire ici, on pourrait y mettre, et ça mettrait pomme et le résultat de notre nombre aléatoire, ici 1 par exemple. Là, ça affiche la lettre numéro 1 du mot qui est à côté. La première lettre de pomme, c'est P, donc ça va renvoyer la lettre P, évidemment. La longueur en nombre de caractères du mot qui est rentré, donc le mot pomme comporte bien 5 caractères. Ensuite, est-ce que le mot pomme comporte la lettre P? Ça permet de faire des vérifications dans des mots et dans du texte. Ensuite, modulo, ça c'est un élément mathématique, ça renvoie le reste d'une division. Donc par exemple, si on va faire 5 divisé par 4, ça fait 1, mais surtout il reste 1. Ensuite, arrondi, ça permet d'avoir un nombre arrondi, tout simplement, hein, comme son nom l'indique. Et enfin ici, on peut utiliser des formules mathématiques avec par exemple des cosinus, sinus, tangentes, etc. La catégorie variable permet la gestion d'informations à stocker pour un usage dans un programme. Donc ici, on a une variable qui comporte un élément, ici 0, puisque elle a été initialisée et créée, on n'a rien mis dedans, donc forcément elle est initialisée à 0. Donc dans cette variable, on peut y mettre ce qu'on veut, donc là, la mettre à 0, par exemple. Mais on peut très bien renommer notre variable ou la supprimer grâce à ce bloc-là. Donc c'est un bloc tout simplement qui va nous permettre de gérer notre variable. Et ici, on lui met la valeur qu'on veut. On peut ajouter, encore une fois, là on a une valeur précise, là on peut ajouter en positif ou en négatif à la valeur de la variable. Et enfin, on peut montrer la variable, donc elle va s'afficher ici, on le voit bien, en haut à gauche, ou alors la cacher, tout simplement. Là, on peut créer une liste de variables, et si je veux supprimer ma variable, je clique tout simplement là-dessus. La dernière catégorie est nommée Mes blocs, qui permet la création de blocs personnalisés pour faciliter certaines actions, surtout si elles sont répétitives. C'est ici que se termine cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout en espérant qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour ça, n'hésitez pas à mettre un like ou vous abonner, et je vous dis à bientôt sur le réseau.